Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire proposé par Simplicure en collaboration avec l'Institut d'endobiogénie. Bonjour docteur Charrier, Bonjour, bonjour à tout le monde. merci pour votre présence. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce sujet si intéressant et si complexe qu'est l'endobiogénie et la phytothérapie clinique. Et oui, on va essayer de faire très simple en peu de temps, mais c'est comme, vous l'avez dit, extrêmement complexe, donc il faut vraiment rentrer dedans et je vais essayer de vous donner juste, la fin d'apprendre. Ça me semble très, très bien. Pour que tout soit au clair au niveau, pratico-pratique, vous pouvez évidemment discuter, dans les onglets qui sont prévus pour. Pensez bien à partager toutes vos questions dans l'onglet Q&A et le docteur Charrier y répondra évidemment en fin de présentation. Le replay sera disponible sur l'académie Simplicure, donc vous pourrez vous replonger dans les informations partagées. Et donc, je vais certainement le laisser se présenter, il le fera mieux que moi. Mais aujourd'hui, nous avons la grande chance d'avoir le docteur Charrier, qui est médecin endobiogéniste et du coup, président de l'Institut d'endobiogénie. Je vous laisse la parole. Merci bien. Donc on va commencer, oui, par me présenter comme vous dites, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça. Je suis médecin généraliste, je suis diplômé depuis, 1998. J'ai eu ma thèse, avec un premier prix national de thèse de médecine générale et dans le même temps, je suis allé me former à l'endobiogénie, à l'époque à la faculté de Monastir en Tunisie, parce que la formation ne se faisait pas en France et donc j'ai eu le privilège de prendre l'avion avec mes formateurs, parce que la formation a été faite par des médecins français, le docteur Durafour, le docteur Lapraz et toute leur équipe et cette chance-là, je suis rentré assez rapidement dans le sérail et très rapidement, je suis rentré dans le domaine de la formation parce que je suis assez passionné de transmettre ce que j'apprends et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. On m'a fait, l'honneur et la confiance de m'élire à la tête de l'Institut d'endobiogénie et qui est un institut qu'on a, voulu pour, professionnaliser la formation et sortir de la démarche purement, associative dans laquelle on était jusqu'à présent et dans laquelle j'ai pu me former et poursuivre la formation, en France. J'ai également contribué à former les médecins de santé publique de la ville de Mexico parce qu'en juillet 2009, l'État fédéral de Mexico, de la ville de Mexico a fait une loi qui oblige le système de public santé le système public de santé gratuite à permettre l'accès à la plante médicinale à chaque patient le souhaitant et comme les médecins n'étaient pas formés, eh ben, la loi étant passée en juillet 2009, de septembre 2009, pendant 18 mois, je suis allé régulièrement former nos confrères mexicains et cela aboutit à la création d'un centre spécial de médecine intégrative, le CEMI, qui est un centre public et gratuit et dans lequel les patients peuvent venir consulter en endobiogénie et encore mieux, dans ce centre-là, ils vont, après leur consultation au bout du couloir et on leur donne leur traitement qui peut être même en partie fabriqué sur place et quand je dis fabriqué, c'est qu'ils font sur place, ils ont un laboratoire et un chimiste qui fabrique des extraits fluides et des huiles essentielles. Donc on est vraiment sur un système autonome qu'on a mis en place là au Mexique et qui continue à se développer et donc ça, c'est un gros projet et c'est une grosse partie de mon activité, heu, au sein de l'institut par rapport au développement de l'endobiogénie dans le monde. Voilà, l'endobiogénie est enseignée en Tunisie, à la faculté de Monastir. Il y a un CEC d'endobiogénie et puis il est enseigné également en Lituanie, qui est un petit pays qui a développé, cette approche médicale, qui a été donc pensée par le docteur Durafour et je vais donc vous exposer un peu, comment on voit les choses quand on est médecin et qu'on fait de l'endobiogénie, car, il y a une nécessité à changer de paradigme. Donc, l'endobiogénie, l'approche neuro-endocrinienne du terrain. On fait la théorie neuro-endocrinienne du terrain était le premier nom de l'endobiogénie et on va le voir un peu plus tard, mais le docteur Christian Durafour a souhaité, créer un néologisme qui est le terme endobiogénie, parce que le terme de terrain était un peu galvaudé et en fonction de la spécialité qu'on avait, on pouvait, avoir une vision tout à fait différente de ce qu'était le terrain. Si vous êtes,
un diabétologue, vous avez le terrain diabétique. Si vous êtes un homéopathe, vous avez le terrain homéopathique et on peut dire que ce sont 2 mondes de pensée qui sont tout à fait éloignés et donc ce qu'on entend par terrain n'est pas forcément la même définition. Alors, pour, bien comprendre, la dynamique, du vivant, et je suis désolé parce qu'on ne peut pas animer cette diapositive, mais, je dois vous parler de l'adaptation. Notre vie n'est faite que, d'équilibre. Le fait d'être un organisme vivant, c'est que nous sommes dans une dynamique d'équilibre, de fonctionnalité permanente qui témoigne de notre état de santé. Hem, Quand vous êtes en consultation, le patient qui s'assoit devant vous, se trouve dans le meilleur équilibre qu'il a pu trouver pour fonctionner jusqu'à l'instant présent, même si cet équilibre l'amène à une maladie grave qui peut l'emmener, dans l'autre monde, le lendemain, par exemple, hein. Donc, ce n'est pas un déséquilibre, c'est un équilibre qui est, dysfonctionnel. C'est tout à fait différent comme, concept. Donc quel que soit, l'instant, où on est dans cet état d'équilibre et il a une qualité, qui peut être très bonne ou mauvaise, hein. Donc si vous êtes en bonne santé, si vous avez un bon état d'équilibre et que vous manifestez très peu de symptomatologie, et de plaintes. Donc cet état d'équilibre, cet état de santé, va subir des agressions. Ces agressions, elles sont soit exogènes, soit endogènes, et tout ça, ça va mettre en en difficulté l'équilibre puisqu'il doit répondre à cette agression et grâce à une dynamique particulière qu'on appelle l'adaptation, notre organisme va trouver les moyens pour pouvoir répondre à cette agression. Le syndrome général d'adaptation, qui a été mis en évidence par Hans Selye dans les années 50, est très bien décrit dans les livres de médecine et commence par un axe endocrinien particulier qui est l'axe corticotrope. On va voir ça un peu plus tard. Donc cet état d'équilibre reçoit une agression et doit se mettre en dynamique d'adaptation et pour se mettre en dynamique d'adaptation, eh bien, il lui faut des éléments et les éléments de réponse à l'adaptation, c'est essentiellement la congestion, l'inflammation, les besoins métaboliques nécessaires et l'immunité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la congestion, c'est, comme, c'est le temps de contact avec le liquide extracellulaire. C'est comme, un grain de riz, enfin un pied de riz dans une rizière, hein. Si vous faites la culture du riz, vous avez tous vu ces photos, de ces montagnes qui sont, équipées de rizières, qui sont des étendues d'eau retenues. L'eau ne circule pas, ou elle circule très peu, qu'on ne la voit pas bouger. Donc, ça permet, la rizière d'aller récolter de l'eau qui coule pour la stabiliser, pour permettre aux pieds de riz de se nourrir et également de rejeter ses déchets. Eh bien, nos cellules, c'est la même chose qu'un pied de riz dans une rizière et donc il y a tout un élément qui permet de faire ce stockage d'eau, qui est le liquide extracellulaire et qui va donc apporter les nutriments à la cellule et la cellule va, avec son usine, utiliser ces nutriments pour fabriquer des produits pour lesquels elle est destinée à faire. Elle va relarguer ces produits dans ce liquide extracellulaire et elle va mettre également ses poubelles, donc des toxines, des choses comme ça. Donc la congestion, elle est physiologique et elle aboutit à l'inflammation qui, avant d'être pathologique, reste aussi physiologique. L'inflammation, c'est une balance entre les éléments, de nettoyage et les éléments de réparation. Donc, vous voyez qu'il y a un couple très fonctionnel entre la congestion et l'inflammation et cette inflammation ne devient pathologique que lorsque la dynamique de destruction est supérieure à la dynamique de reconstruction. Voilà, donc vous ne pouvez pas avoir d'inflammation sans qu'il y ait une congestion initiale. Ça, c'est un point fondamental. Tout ça va dépendre d'une dynamique qu'on a enfin d'énergie, hein, et ça va être les besoins métaboliques et c'est toute cette dynamique-là, congestion, inflammation et besoins métaboliques vont mettre en place, l'immunité, sous ces différentes phases. À partir de là, au niveau de toute cette dynamique, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'anarchie là-dedans. Il y a une c'est tout ça, c'est organisé, régulé, systématisé et donc on a besoin de systèmes régulateurs pour ça. On va avoir des facteurs locaux et puis on va avoir des éléments endocriniens et les éléments neurovégétatifs qui vont venir réguler la congestion, l'inflammation, les besoins métaboliques et l'immunité. Et donc on aboutit à la petite étoile rouge qui est sur ce schéma et quand tout se passe bien, on reste dans le bleu, donc on a une réponse qui est adaptée à l'agression
l'organisme a la capacité de se réparer et à redevenir à l'état initial. C'est ce qu'on appelle une fonctionnalité physiologique, c'est l'état donc physiologique. Malheureusement, parfois, au niveau de l'étoile rouge, eh bien, la réponse n'est pas adaptée, ou l'agression était tellement violente que l'organisme n'a pas la capacité à apporter une réparation totale. Il va gérer surtout la survie de l'organisme. Et cela peut l'amener dans une fonctionnalité particulière qu'on appelle le déséquilibre précritique. Si bien qu'une agression ultime va nous faire basculer vers l'expression du déséquilibre et donc l'expression de la maladie. Alors vous comprenez que si vous voulez faire de la médecine préventive, si vous faites, par exemple, du dépistage, avec des mammographies, vous êtes déjà sur un déséquilibre précritique. Donc, vous êtes plutôt en diagnostic précoce, mais pas en prévention. Si vous voulez faire de la prévention, il faut être au-delà de cette petite étoile rouge. Il faut comprendre comment fonctionnent les mécanismes de congestion, d'inflammation, les besoins métaboliques de l'organisme, l'immunité et savoir comment vont être, régulés, ces mécanismes, cette réponse d'adaptation avec les facteurs locaux et les éléments endocriniens et neurovégétatifs. Voilà, en médecine, dans notre formation classique, on a surtout appris les états physiopathologiques. Quand on fait de l'endobiogénie, on va raisonner surtout selon l'état physiologique et on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes que l'organisme met en place pour bien se réparer et à partir du moment où on a compris comment fonctionne la physiologie, eh bien, on peut mieux comprendre pourquoi il y a une dysfonctionnalité particulière chez ce patient qui nous a amené vers un état précritique qui l'amène ensuite vers la maladie. Voilà, tout ça, c'est un changement un peu de paradigme dans la vision, de la maladie ou de l'état d'équilibre du patient et nous devons un peu toute cette approche grâce à au travail qu'a fait le docteur, Christian Durafour tout au long de sa vie. Donc Christian Durafour qui nous a quittés en 2017, est le concepteur de l'endobiogénie. L'endobiogénie, endo pour intérieur, bio pour vivant et génie pour l'organisation. Hem, Grosso modo, l'endobiogénie est une science qui essaye de comprendre les mécanismes d'autoréparation de l'organisme et comment on peut faire pour soutenir ces mécanismes. L'endobiogénie est une approche qui va étudier l'ensemble des relations des systèmes qui constituent un individu. Tous les systèmes. Vous savez bien que, la somme des parties est le tout est toujours supérieur à la somme des parties, hein. Donc on a plusieurs systèmes dans notre organisme, le système cardiovasculaire, le système digestif et cetera. On peut avoir des systèmes fonctionnels au niveau de chacune de nos cellules, hein, et tout ça est imbriqué en 3D, comme des boîtes gigognes et comme des fractales et tout ça a une interrelation, système entre systèmes et donc il convient de réfléchir de façon globale quand on est face à un problème. Et pour simplifier cette réflexion, il faut bien comprendre que tous ces systèmes sont gérés par un gestionnaire principal qui est le système endocrinien. Le gestionnaire endocrinien se met en place dès que nous sommes au stade de 2 cellules. Lorsque nous avons été fécondés, hein, tant que le spermatozoïde rencontre, l'ovule et qu'il fusionne, ça nous crée, ça crée l'individu à venir et tant qu'on est au stade d'une seule cellule, il y a pas beaucoup de communication à avoir. Mais dès qu'on va commencer à se diviser en 2, eh bien, à ce moment-là, on va, on va avoir besoin de communiquer entre ces 2 cellules, car autrement l'anarchie s'installe et en médecine, l'anarchie dans ces divisions-là, ça s'appelle la mort et ce n'est pas viable. C'est tellement peu viable que ça peut même cancériser l'utérus, hein. Donc il nous faut un bon gestionnaire et au stade de 2 cellules et ben, c'est déjà un système de type endocrinien qui fonctionne et qui nous met aussi en relation avec notre maman pour dire qu'on est là et vous avez entre autres les fameux bêta-HCG qui témoignent de notre présence. Voilà, donc le système, endocrinien est premier et c'est pour ça qu'en endobiogénie, on se focalise beaucoup sur la compréhension de cette dynamique de fonctionnement et comme c'est un système qui est lent, c'est un peu comme le système postal, hein, où vous devez mettre une enveloppe, enfin votre ordre sur un papier, le mettre dans une enveloppe, la mettre dans la boîte aux lettres, attendre que le facteur vienne la chercher, la distribue, que la mettre dans la bonne boîte aux lettres.
de réception, que la personne à qui c'est destiné ouvre la lettre, l'ouvre, regarde l'ordre qu'il a à faire, accomplisse, efface son rapport et refasse une lettre pour envoyer à son chef pour lui dire ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est le système endocrinien, c'est un système qui est très long, comme le système postal. Donc, parfois, on a besoin de rapidité et pour cela, ben, la vie, elle a inventé le système neurovégétatif qui apparaît chez l'humain vers la 6e semaine de vie. Donc, on va réfléchir beaucoup en fonction de comment est organisé le gestionnaire endocrinien de notre organisme et comment, il va, être en intercommunication avec le système neurovégétatif. Ce système endocrinien comprend, vous le savez, tous parce que vous l'avez appris, il comprend 4 axes endocriniens. On a un premier axe, heu, qui est important parce qu'il a été décrit par Hans Selye et c'est l'axe qui définit le syndrome général d'adaptation. C'est l'axe du cortisol, c'est l'axe de la réception du stress. Vous avez donc l'axe corticotrope. Il est mis en rouge ici parce que, c'est un axe anabolisant. Donc c'est un axe qui va plutôt avoir une dynamique de destruction dans l'organisme. Il est là pour répondre à l'agression immédiate, avec l'adrénaline. Il est là pour, répondre, à la réponse à cette agression avec le cortisol, l'aldostérone et il est là pour mettre en place une dynamique de réparation de ce qui vient de détruire avec la fameuse DHEA. Cette DHEA est en relation avec l'axe gonadotrope. C'est pour ça que dans la réflexion endobiogénique, on vient placer l'axe gonadotrope en 2e place et c'est un axe important parce que par les gonades, on reste trop focalisé sur la sexualité avec cet axe-là. Il faut bien comprendre que l'axe gonadotrope se met en maturation en fin de croissance, au moment de la puberté et pour être simple, l'organisme va construire, son immeuble et quand il aura fini sa construction, il va mettre en place l'équipe qui va permettre de restaurer cet immeuble et en fait, nos gonades sont des hormones de restauration. Elles sont là pour nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie, pour restaurer ce que nous avons construit pendant toute notre croissance et accessoirement pour restaurer, notre espèce en nous permettant de faire des bébés. Voilà, dans cet axe-là, on a essentiellement les œstrogènes qui vont, être très importants pour l'organisme, parce que les œstrogènes, leur rôle premier, c'est d'aller au niveau du noyau cellulaire pour déclencher la dynamique, hem, de synthèse protéique, au sein du noyau par la synthèse d'acides aminés qui vont s'associer entre eux pour faire des protéines, hein et donc pour être simple, on va dire que les œstrogènes sont là pour fabriquer les briques de notre organisme et les androgènes vont contribuer à faire le ciment qui va coller ces briques entre eux et puis vous avez toutes les dynamiques, facteurs de croissance, anti-croissance qui vont, faire que le ciment va être plus ou moins dur. Voilà, ça c'est l'axe gonadotrope et vous comprenez bien que si vous êtes là pour restaurer et pour construire, vous avez aucun ouvrier au monde qui acceptera de travailler si vous le payez pas, si vous le nourrissez pas et surtout si vous lui donnez pas les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Et donc pour fournir à l'axe gonadotrope les matériaux nécessaires à la construction et l'énergie pour la faire, eh bien on a besoin de la thyroïde et de l'ensemble de l'axe thyréotrope. Donc l'axe thyréotrope, il est vraiment là pour, mobiliser, hem, ce qui est stocké et libérer de la matière première et de l'énergie. C'est aussi pour ça que nous l'avons mis en rouge parce que c'est le 2e axe catabolisant. Et puis cet axe thyréotrope est très lié, par, son hormone hypothalamique, entre autres la TRH avec, l'axe somatotrope dans une des glandes principales et le pancréas et en endobiogénie, on accorde énormément d'importance au fonctionnement du pancréas, mais également du foie, tout le système digestif, hein et tout ça, ce sont les hormones de l'axe somatotrope qui nous ont servi à grandir, donc à aller capter de l'énergie et de la matière première dans le milieu extérieur pendant toute notre enfance et toute notre croissance pour créer de la matière et nous constituer et qui continuent ce travail en aidant l'axe gonadotrope dans la restauration de l'existant. Heureusement qu'on arrête de grandir parce qu'on serait tous des acromégales autrement et ça poserait problème, du moins on n'aurait pas la même vie et ce serait peut-être pas un problème, mais on n'aurait pas la même vie. Donc dans notre vie d'homo sapiens sapiens, on doit s'arrêter de grandir et l'axomatotrope va travailler de façon un peu moins puissante, mais entretenir l'existant. Pourquoi on a mis le pancréas, comme glande, référence, au niveau de l'axomatotrope? Et ben, en endobiogénie,
le pancréas est important parce que en fait, c'est une glande qui est extrêmement sollicitée par, la dynamique de vie et c'est lui qui gère, si vous réfléchissez, c'est lui qui va gérer, tout le bicarbonate qui va être nécessaire à tamponner l'acidité produit par l'estomac. Donc vous avez 2 litres de bicarbonate produit par jour dans ce pancréas et puis il va fabriquer également toutes les enzymes qui vont permettre de digérer les protéines, les lipides et les glucides et en plus de ça, ce pancréas a une double fonction parce qu'au niveau endocrine, il va avoir également une action de régulation de la glycémie en produisant l'insuline et le glucagon. Et ce pancréas, eh bien, en fonction de ses niveaux de travail, il va être très, très relié avec le système neurovégétatif parce qu'il va conditionner le niveau de base du parasympathique. Donc le système neurovégétatif que vous voyez sur votre droite, en vert, vous avez le parasympathique qui est un système de repos et d'assimilation. Ce parasympathique, c'est le tonus de base de l'organisme et c'est l'innervation principale du pancréas. Il va favoriser l'état de congestion, ce parasympathique. Et donc, plus votre pancréas sera en sursollicitation, et plus le parasympathique sera en surstimulation, et plus vous aurez un état congestif aggravé dans votre organisme, d'où l'impact que peut avoir la fonctionnalité du pancréas sur toute la congestion de la sphère ORL et la chronicité des rhumes, par exemple. Ce parasympathique, il conditionne le tonus de base de l'organisme, mais il vous faut du mouvement et pour le mouvement, il vous faut le système alpha-sympathique, qui est la mise en tension de l'organisme pour préparer l'action, c'est un système d'alerte. Puis enfin, le système bêta-sympathique, qui est une mise en tension ultime qui se détruit par elle-même et dans cette destruction permet la réalisation des choses. C'est ce qui vous permet d'aller au combat ou d'aller dans la fuite. C'est-à-dire ce qui vous permet d'être dans la réalisation des choses. Et le bêta sympathique s'exprime grâce à tout ce qui se passe au sein de la cortico-surrénale et la libération de toute la fonctionnalité de ce bêta sympathique. Voilà, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a des liens de régulation entre le parasympathique et l'alpha-sympathique. Lorsqu'il y a des conflits, ces liens de régulation sont faits par un neurotransmetteur qui est la sérotonine. Donc vous pouvez voir dans toutes les pathologies à sérotonine, comment on peut interagir sur l'équilibre para et alpha-sympathique. Et puis entre l'alpha et le bêta, on a toute une dynamique également qui va être régulée par un neurotransmetteur qui est l'histamine. Et vous voyez donc comment se situent toutes les pathologies à histamine et comment vous pouvez commencer à les réguler en régulant les niveaux d'alpha sympathique et de bêta sympathique. Ainsi, l'endobiogénie se propose de faire une synthèse entre la compréhension du terrain fonctionnel neurovégétatif que vous constatez chez votre patient. Vous constatez ça par l'interrogatoire, mais également par l'examen clinique et il y a plein de signes de sémiologie qui vont vous enrichir votre réflexion et vous permettre d'avoir une idée du tonus du parasympathique, de l'alpha-sympathique et du bêta-sympathique. À cela, vous allez rajouter, votre compréhension de la dynamique, heu, fonctionnelle entre les axes entre eux et très souvent, vous avez un axe qui ne répond pas de la façon dont il devrait répondre à la problématique. S'il répond bien, il n'y a pas de pathologie, donc il n'y a pas de problème, à avoir. Mais quand vous êtes face à une pathologie, vous avez en général un axe qui répond bien, puis à côté de lui, il y a 2 axes qui vont l'accompagner dans cette dysfonctionnalité. En général, il y a le 4e, il est tranquille et il ne vous posera pas de problème. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre et ça, on fait par exemple en formation médicale, on le fait en 2e niveau de formation parce que c'est beaucoup plus complexe que d'abord du système neurovégétatif. Mais on a la capacité de comprendre quel est l'axe dysfonctionnel principal et voir comment on peut l'aider à s'améliorer. À cela, il va falloir, prendre en compte bien effectivement la génétique du patient et puis encore plus important, son épigénétique, donc tout l'impact de son environnement, de son éducation, de son alimentation, enfin bref, de tout ce qui est histoire familiale et histoire environnementale. À cela, il faut ajouter également les choix qu'a pu faire l'individu qui ont pu l'amener, à se mettre soit en protection, soit, à s'exposer, plus gravement à son déséquilibre. C'est pour ça qu'il est important de faire de l'éducation à la santé avec nos patients pour leur apprendre, dans quel véhicule ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce véhicule. Et donc, s'ils ont des choix de vie que l'organisme ne permet pas de faire et ben, ils risquent de s'abîmer et donc peut-être qu'on peut avoir une vie bien meilleure si on a compris comment fonctionner et comment on pouvait aller vers une fonctionnalité plus adaptée
un autre véhicule. Et puis les événements de la vie, ça, c'est les choses qu'on maîtrise pas du tout, hein. Donc c'est comme un orage ou un orage de grêle, hein, qui vient cabosser votre voiture, vous ne l'aviez pas prévu. Ben, les événements de la vie, c'est un peu ça, qui viennent nous bouleverser et qui, viennent, interagir avec toutes les dynamiques qu'on a précitées jusqu'à présent. Et bien tout ça, en fonction de ce qui s'est passé, même dans votre petite enfance, ça peut conditionner, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et bien tous ces éléments neurovégétatifs, endocriniens, génétiques, épigénétiques, lignes de vie, tout ça, ça nous permet d'avoir, un diagnostic de terrain endobiogénique. Donc on est multifactoriel, on doit intégrer toutes ces données pour comprendre ce que c'est, comment fonctionne le patient au niveau de son endobiogénie. Alors, quelle attitude thérapeutique devons-nous avoir face à cette compréhension? Et une fois qu'on a abordé, enfin qu'on a compris ou qu'on a construit un diagnostic endobiogénique, et bien en fonction de notre corps de métier, on a tous quelque chose à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il va falloir, faire un projet de soin et ce projet de soin, il va avoir 4 étapes. Il va falloir utiliser un outil thérapeutique qui réponde à ces 4 étapes et il va falloir, que votre diagnostic endobiogénique ait défini un peu ces 4 étapes. Donc on a 4 niveaux, dont le premier est symptomatique. Alors le niveau symptomatique, c'est assez facile pour tout le monde, on l'a tous appris si on est soignant, on a tous appris la symptomatique. Et donc quand ça échappe au niveau de la symptomatique, on a tendance à mettre des médicaments hyper performants issus de la recherche moderne, qui sont les hein. Donc si vous avez de la tension, ben, on mettra un antihypertenseur. Si vous avez du diabète, on mettra un antidiabétique et cetera et cetera. Le traitement symptomatique, eh bien, c'était l'approche symptomatique, c'était l'approche qu'on a pu avoir, longtemps également, et sur laquelle, la plante médicinale, par exemple, était insuffisante dans son action et donc depuis un siècle et demi, on a commencé à synthétiser des molécules issues de la plante, à les concentrer et à avoir des outils très performants qui imposent un ordre à l'organisme et qui effacent le symptôme. C'est très intéressant. Grâce à ça, on a pu sauver plein de vies et il ne faut pas renier cette approche-là. Mais ça reste un outil exceptionnel qui doit être utilisé dans des situations exceptionnelles. Après le deuxième étape, vous avez toute la dynamique de drainage. Alors là, le drainage, il y a déjà certains, praticiens qui ne voient pas trop ce que c'est que le drainage, même en médecine classique. Le drainage, c'est simplement, la régulation, du flux du liquide extracellulaire. Et donc, on a plusieurs émonctoires qui sont donc des organes qui vont gérer le drainage et on peut agir directement sur ces émonctoires. Donc, le plus simple, c'est les reins, hein, avec des produits diurétiques, par exemple, bah, vous avez une action de drainage de l'organisme en passant par les reins. Voilà. Après, il faut comprendre qu'on a fait un diagnostic neurovégétatif, donc si on perçoit une dysfonctionnalité neurovégétative ou une insuffisance, eh bien, on peut, soutenir cette insuffisance ou on peut, heu, apporter une information dans le sens de la freination d'un excès, en utilisant des outils qui vont gérer ce neurovégétatif et à la dernière étape, si en plus on sait maîtriser toute la sphère endocrinienne, eh bien on pourra interagir, sur, ce niveau endocrinien. Alors comment interagir sur ce niveau différents, niveaux d'action? Eh bien, on a un outil thérapeutique qui est majestueux, qui est la plante médicinale. La plante médicinale, elle est, issue de notre planète et jusqu'à preuve du contraire, Homo sapiens sapiens était également issu de cette planète et s'est nourri de la plante. Donc nous avons en nous tous les outils nécessaires pour extraire les principes actifs d'une plante, que ce soit une plante aliment, on peut en faire aussi une plante médicament. Il faut savoir qu'elle a une certaine toxicité cette plante, donc on doit bien la maîtriser et la connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que, plus on va monter le dosage et plus on ira vers la zone toxique. Mais on peut utiliser la plante médicinale à un usage, enfin dans un dosage d'ordre physiologique, qui n'est pas dans la substitution et qui n'impose rien, qui est peut-être un peu supérieur à l'usage purement alimentaire, mais qui reste encore physiologique et régulatif. Cette plante médicinale, elle est d'extraction naturelle, c'est qui est un grand point important, dans notre monde moderne puisque d'extraction naturelle, ça veut dire qu'elle est non polluante.
et que lorsqu'elle va être rejetée dans le milieu sait tout à fait digérer ces principes actifs. On va utiliser le totum, donc la globalité de la plante dans son extrait, car vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le tout est supérieur à la somme des parties et donc on ne va pas, utiliser, des molécules de la plante qu'on va reconstituer et réadditionner. Non, on veut l'intelligence de la plante et la cohérence de pourquoi elle a produit tant de molécules, de l'une et de l'autre, cette saison-là. Tout ça, ça apporte une cohérence fonctionnelle qui est importante. La plante médicinale rentre dans l'hygiène de vie et puis, vous l'avez compris, elle rentre dans le développement durable, ce qui est un point fondamental. Alors, il y a diverses solutions pour la prise en charge. Le premier niveau, ça va être les conseils hygiéno-diététiques et c'est toute l'éducation à la santé familiale. Donc ça, tout le milieu médical peut interagir là-dessus. Les pharmaciens peuvent interagir dessus aussi. Les dentistes ont un rôle très important également, dans tous ces conseils-là, parce que tout commence par la bouche, hein. Si vous rentrez pas et si vous mastiquez pas les aliments comme il faut, ben, vous aurez pas ce qu'il faut et puis, tous les métiers du bien-être peuvent aussi apporter ces conseils hygiéno-diététiques. On pourra utiliser donc les thérapies d'extraction naturelle telles que la phytothérapie clinique, mais également l'argile et des oligoéléments et ces 4 corps de métier que je viens de citer peut les utiliser et puis il y aura les pratiques professionnelles, le massage, la relaxation, la méditation, heu, la kinésithérapie, enfin toutes ces chacune particularité des pratiques professionnelles peuvent être intégrées dans le projet thérapeutique et on peut utiliser donc chaque thérapeute en fonction de ses capacités. Et bien évidemment, on pourra utiliser des thérapeutiques substitutives quand l'organisme est dépassé dans ses capacités d'autoréparation et qu'il se met en danger et qu'il devient urgent de se substituer à lui pour lui permettre de poursuivre son chemin. Donc l'endobiogénie est une approche scientifique pour améliorer le confort de vie des patients, acquérir de nouvelles compétences cliniques et élargir notre éventail thérapeutique. Comment va se dérouler nos cours au sein de l'Institut d'endobiogénie? Eh bien, on va avoir, tout un abord, pédagogique important. Nos formateurs qui sont médecins ou pharmaciens, ont été, formés à la pédagogie, donc ils ont été formés à être formateurs. Il ne suffit pas de savoir son métier pour pouvoir bien le transmettre, mais il faut aussi apprendre à transmettre et ça, c'est un métier et donc il y a eu une formation pour cela et on a pu mettre en place des courants visuels qui sont en live, un travail collaboratif, des exercices en ligne individuels, des quiz et puis des outils d'auto-évaluation. Tout ça, c'est l'Institut d'endobiogénie qui gère cela. Vous avez, avec moi toute une équipe, qui est présente ici. Heu, Tout le monde n'y est pas, il y a des nouveaux qui vont arriver prochainement. Voilà, on est une équipe dynamique, avec des médecins, des pharmaciens et puis des gens qui ont des, spécialités qui viennent enrichir tout le travail de cette équipe. Donc c'est une équipe formée à l'endobiogénie qui est dynamique, enthousiaste et bienveillante, comme j'ai pu vous le marquer tout en bas. Si vous voulez en savoir plus sur l'endobiogénie, ben, vous avez effectivement, le lien ici, mais on va en reparler où je pense que Simplicure vous fera passer des informations si elles sont nécessaires. Hem et je vous laisse 2 petites secondes si vous voulez noter tout ça. On va passer aux questions bientôt. Heu Je vous remercie, pour votre attention. S'il y a des questions, on pourra y répondre. L'Institut donc forme des professionnels de santé à l'approche médicale endobiogénique et je vous propose de nous retrouver donc sur ces liens-là. Vous avez même un QR code pour les modernes, si vous voulez le scanner. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je pense qu'on a une idée globale maintenant de ce qu'est l'endobiogénie. Il y a quelques questions, donc on va y revenir juste après. Je vais d'abord vous présenter Simplicure, donc Docteur Charrier. Oui, voilà, prenez le temps de respirer entre les deux. Donc Simplicure, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver différents laboratoires pour pouvoir faire vos recommandations de compléments alimentaires directement à vos patients.
Actuellement, on a plus de 130 laboratoires et on travaille constamment à augmenter et compléter le catalogue. On a plus de 2300 produits, donc autant dire qu'il y a de quoi répondre à tous les goûts et à tous les besoins. Ça va être un très gros avantage pour vous en tant que praticien parce que vous allez accéder à tout ce panel de compléments alimentaires facilement, pouvoir du coup faire vos recommandations, vos prescriptions à vos patients avec tous les détails nécessaires au niveau de la posologie. Et pour eux, évidemment, c'est un gain d'énergie et financier aussi puisqu'il y a un seul endroit où commander les compléments alimentaires, un seul colis qui arrive, un seul frais de port. Donc très concrètement, je vais peut-être vous partager mon écran rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne quand vous allez arriver sur le site de Simplicure. Vous êtes ici à l'accueil, vous allez pouvoir créer une recommandation. Donc vous partagez les différentes coordonnées de votre patient à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation pour qu'il puisse recevoir les informations. Et puis vous ajoutez les différents produits que vous souhaitez lui proposer. Vous mentionnez spécifiquement les posologies avec des phases différentes si c'est nécessaire. Vous sauvegardez et puis vous envoyez et tout simplement, votre patient va recevoir ce lien via lequel il pourra commander sa recommandation. Ce qui est aussi très intéressant, je pense, si vous êtes ici, c'est que vous avez accès à l'académie une fois que vous êtes inscrit sur Simplicure. Et via l'académie, vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires, dont celui d'aujourd'hui, et continuer à vous former en continu. Je vous partage rapidement un petit lien via lequel vous allez pouvoir vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur Simplicure, être contacté par un de mes collègues qui vous fera une démonstration encore plus concrète et pratique de cette plateforme. Nous avons aussi des webinaires prévus la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, si on revient à nos fameuses questions. Docteur Charrier, il y a d'abord des questions sur le côté pratico-pratique. Oui. On peut pratiquer et se former à l'endobiogénie si nous ne sommes pas médecins? Alors, l'Institut d'endobiogénie a été créé pour faire de la formation initialement pour les médecins, du moins pour tous les prescripteurs et ceux qui délivrent, donc les médecins, les sages-femmes, les dentistes, les vétérinaires et puis les pharmaciens. Donc historiquement, notre corps de métier, c'est la formation donc aux professions de prescription. Et puis on a eu beaucoup de demandes et on a dissocié déjà la formation des dentistes qui trouvaient que la formation était un peu trop complexe pour eux parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de se refaire toute la médecine. Parce que même si on a un concours en commun en début de cursus, après on a vraiment des formations différentes. Donc on a fait un deuxième cursus qui est adapté aux dentistes. Et puis dans la même dynamique, on a ouvert un cursus de formation pour les professions paramédicales. Afin de leur apporter des notions d'endobiogénie. Et enfin, vu qu'on a été très sollicité, on a également créé un cursus pour les professions du bien-être, dans lesquels on vient expliquer comment on voit la médecine intégrative et comment fonctionnent les grandes lignes de fonctionnement de l'organisme en fonction de ce que je vous ai exposé aujourd'hui. Donc on a quatre niveaux de formation. La formation des prescripteurs, la formation des dentistes, la formation des paramédicaux. Donc là-dedans, on a les kinés, les infirmières, les nutritionnistes, les ostéopathes. Et puis la formation bien-être qui va être ouverte à toutes les autres professions qui s'intéressent au bien-être de leurs patients. Voilà. Super. Donc il y en a aussi pour tous. Il y en a pour tous. Il suffit d'aller sur le site et puis vous avez tous les programmes qui sont affichés, que je ne connais pas par cœur, honnêtement. Mais vous aurez les nombres d'heures affichés, les programmes. La formation médecin se fait en 2 niveaux, donc sur 2 ans, ou sur 1 année pour les gens qui veulent vraiment travailler beaucoup. Et puis les autres formations se font à 1 niveau. Puis par rapport à ça, après, on n'abandonne pas les personnes qu'on a formées, puisqu'on fait ce qu'on appelle des docs en ligne, donc des moments particuliers où on va faire la clinique ou exposer des thèmes particuliers, des formations complémentaires à la formation de base qu'on fournit. Et puis 2 fois par an, on s'organise en présentiel, 1 fois à Paris, 1 fois sur La Rochelle. Paris à Noël, La Rochelle en juin,
Et là, on fait regrouper toutes les professions qu'on a pu former pour créer du lien, parce qu'on pense que c'est important, si on veut faire de l'intégration et de l'intégratif, il faut qu'il y ait du lien entre les différents corps de métier. Et donc, on aborde un thème à chaque fois différent, et on invite tout le monde, tous ceux qu'on a formés, à se retrouver à ce moment-là. Super, Voilà. ça donne envie de participer. Merci. Est-ce qu'il y a un certificat à la fin du coup de cette formation? Alors, on est validé Calliope, donc on fait notre formation avec une validation qui est très, très surveillée, on va dire, pour qu'on puisse garder l'agrément Calliope. Hein, on a un audit tous les ans et demi à peu près. Voilà. Après, c'est une formation qui n'est pas universitaire, qui n'est pas une formation reconnue par l'État en tant que diplômante, mais pour autant, ça reste un organisme de formation reconnu par Calliope, et certaines personnes peuvent même avoir une prise en charge de leur formation. Ça dépendra de leur. Là, on rentre dans des domaines techniques et là, il faut demander à l'équipe directrice de l'institut pour chacun, mais elles auront plaisir à vous répondre et vous dire si vous pouvez avoir droit ou pas à vos organismes de formation, enfin vos financements de formation. Oui, ok, super. Pour vous, quelles sont les différences et peut-être les points communs entre l'endobiogénie et la naturopathie et l'endobiogénie et la médecine fonctionnelle? Il n'y a pas de différence parce que pour moi, l'endobiogénie englobe tout ça. Et après, chacun a une spécificité particulière par sa culture d'enseignement, hein, qui est une culture de naturopathe ou une culture de médecin, tout ça, ou de médecine fonctionnelle ou de nutrition ou n'importe quoi. On a tous notre cursus de formation. Et d'ailleurs, nous, les formations qu'on propose, on a des prérequis. Hein, il faut avoir certains prérequis pour entrer là-dedans. Donc, l'endobiogénie, elle englobe tout ça, parce que l'endobiogénie, c'est la réflexion sur la fonctionnalité du vivant et de l'être humain en l'occurrence. Donc, après, quand on est médecin à pratiquer l'endobiogénie, on va utiliser beaucoup la phytothérapie, parce que c'est un outil qui s'est imposé à nous, parce que c'est l'outil le plus physiologique qu'on puisse avoir. Mais ça n'exclut en rien tous les autres outils qu'on peut avoir. Et comme vous avez pu le voir sur une des dernières diapos, on a un panel d'actions en fonction du corps de métier dans lequel on est, qui est très large par rapport à cette vision de l'endobiogénie. Donc l'endobiogénie vient vous rajouter de la lumière dans votre savoir et mettre de l'ordre dans votre savoir. Moi, je peux vous dire que ça a organisé énormément tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes études de médecine et qui était un peu du par cœur et des choses qui étaient hors hors lien. Or, grâce à l'endobiogénie, on peut mettre du lien et d'un seul coup, il y a plein de choses qui s'éclairent et qui s'illuminent, et des choses qui paraissent très complexes peuvent devenir assez simples. Oui, d'accord, c'est ça. C'est une autre vision de la pratique, mais qu'on soit médecin, naturopathe, praticien de santé, peu importe. Voilà, bah, ça va dépendre de son niveau de compétence, bien sûr, hein, et de son niveau d'action, mais on peut intégrer cette réflexion dans ce niveau-là, bien évidemment. Super. Est-ce que dans l'endobiogénie, vous demandez des analyses spécifiques de sang ou biologiques pour établir les dysfonctionnements? Comme tout médecin, on peut compléter notre examen clinique et notre interrogatoire par des examens complémentaires. Et en endobiogénie, docteur Christian Durafour a énormément travaillé sur les analyses biologiques et il a créé des algorithmes. Il faut savoir que le père de Christian Durafour était Paul Durafour, et qu'il a fait un test biologique qui s'appelle le thromboélastogramme, dont vous retrouverez la définition dans les vieux dictionnaires de médecine, qui existait avant le TP-INR pour voir la coagulation du sang. Et j'ai quelques amis biologistes qui ont pesté pendant leur TP à faire ce caillot et à étirer. Donc tout ça pour vous dire que Christian Durafour est issu d'un papa qui déjà a travaillé beaucoup sur le sang, puisqu'il était biologiste, son père médecin biologiste. Et donc pour Christian Durafour, il y avait un peu cette facilité à jongler avec le sang, quelque part. Et si vous prenez l'exemple d'une prise de sang, c'est comme une photographie instantanée, elle est figée, vous avez des chiffres, ils sont dans les normes, tout va bien, ils sont hors normes, ça peut signifier une pathologie. Ça, c'est tout le travail de Claude Bernard, et c'est toute la dynamique d'homéostasie, et c'est toute la vision de l'équilibre qu'on peut voir à travers cette prise de sang. Mais on peut faire un autre niveau de lecture, et ça, c'est grâce au travail du docteur Christian Durafour, c'est qu'on peut corréler tous ces chiffres entre eux, parce qu'ils sont issus du même instant, du même prélèvement sur le même individu. Donc on peut les corréler entre eux,
et à partir de là, on peut avoir une idée de la fonctionnalité de l'organisme. On peut aller assez loin dans cette, dynamique-là. Nous, on appelle la biologie fonction, la biologie des systèmes, qui nous permet, par exemple, de voir, l'impact de l'axe corticotrope ou l'impact de l'axe gonadotrope ou thyrotrope ou somatotrope sur l'organisme et voir aussi les dynamiques, d'excès de croissance ou pas, les dynamiques de radicaux libres ou pas. Voilà, on a plus de 140 index à peu près qu'on peut étudier sur, donc on a une formation sur les index de la biologie, qui est destinée seulement à ceux qui ont fait le cursus médecin, enfin prescripteur, médecin, pharmacien, et cetera, sage-femme, vétérinaire, voilà, et dentiste, pour ceux qui ont fait le grand cursus. Et on a ce cursus sur la biologie des fonctions qui est une formation supplémentaire. D'accord. Donc vos formations sont aussi accessibles pour les pharmaciens? Bien sûr, tout à Oui. fait. Oui. OK. À un moment donné, vous avez parlé des hormones anabolisantes, catabolisantes. Oui. Personne demandait une précision en disant: «Est-ce que ça veut dire que si on manque d'œstrogène, par exemple à la ménopause ou autre, cela veut dire qu'on risque d'avoir une mauvaise fabrication en acides aminés et donc un risque de chute musculaire?» Bien sûr, si, la ménopause qui n'est pas un arrêt du fonctionnement des ovaires, mais un changement de niveau fonctionnel, qui va être à l'abandon, de la production importante de stradiol, qui est l'œstrogène de la reproduction, pour parler simple, hein, c'est plus complexe que ça, et qui va se concentrer sur l'œstrone, qui est surtout l'œstrogène métabolique, et bien, on va avoir une diminution, malheureusement, de la production, hormonale, avec des systèmes de compensation qui vont se mettre en place, comme l'apparition des graisses gynoïdes qui peuvent se développer pour aromatiser les androgènes surrénaliens en œstrone, et compenser ce manque œstrogénique. Mais évidemment qu'on va avoir un manque anabolisant dans la production, de la masse, musculaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez la personne très âgée, dans la dernière partie de notre vie, quand on n'a pas de maladie particulière et qu'on va mourir de vieillesse. On rentre dans une dynamique de sarcopénie et cette dynamique de sarcopénie qui correspond en fait à une autophagie quelque part, parce qu'on n'a plus la capacité de produire suffisamment, donc on détruit plus qu'on ne construit et ça, c'est en grande partie lié à la carence de nos hormones génitales, qu'on soit, femme ou homme. D'accord, très clair, merci. Est-ce que vous auriez aussi une explication, bon peut-être, courte et simple comme ceci, à nous donner sur les soucis d'histamine par rapport à l'endobiogénie? C'est-à-dire? La question c'est: pouvez-vous réexpliquer les soucis d'histamine en Alors, endobiogénie? lorsque vous avez si vous êtes une cocotte minute posée sur le feu, l'intensité de la flamme va dépendre du parasympathique. L'intensité de la pression qui va monter dans la cocotte, ça va dépendre de l'alpha sympathique et la pression supplémentaire qui fera tourner la soupape, c'est le bêta sympathique. Si vous avez une soupape qui est grippée, eh bien la pression monte et puis à un moment donné, ça peut exploser. Pour éviter que ça explose, l'organisme, il va utiliser l'histamine pour dégripper la soupape pour qu'elle se mette à tourner. Voilà, donc on va avoir une montée de l'histamine. Le problème de l'histamine, c'est que ça peut apporter, des pathologies. L'histamine, elle est là dans l'inflammation pour servir de facteur de chimiotactisme et faire venir des cellules qui sont un peu les éboueurs et qui viennent réparer les choses et détruire pour enlever les choses. Et l'histamine, elle peut, lorsqu'elle explose, l'histamine, elle va déclencher soit des pathologies comme l'eczéma, de l'asthme, ou elle peut déclencher des pathologies qui ne sont pas allergiques, mais qui sont l'urticaire, et qui est une expression comme de l'allergie, mais qui n'est pas de l'allergie. Voilà. Donc quand vous avez des patients qui ont ce type de pathologie un peu récurrent dans leur vie, c'est qu'ils ont un déséquilibre entre leur alpha sympathique et leur bêta sympathique. Et déjà, en optimisant ce déséquilibre, on peut déjà s'éloigner du potentiel d'expression de l'allergie. Parce que l'allergie, il faut un allergène. Mais l'allergène, c'est comme, si le terrain n'est pas prédisposé, il ne fera rien du tout. C'est comme, un interrupteur pour allumer la lumière du plafond, il faut mettre les câbles, ampoules, tout ça, mais si personne n'appuie sur le bouton, la lumière ne s'allume pas. L'allergène dans l'allergie, c'est ça. Donc on peut faire en sorte que l'interrupteur soit plus difficile à appuyer. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'il y ait vraiment une grosse charge, d'allergène pour qu'on redéclenche malgré tout une manifestation allergique. Et tout ça en régulant l'alpha sympathique et le bêta sympathique. Donc, par exemple, la lavande, qui n'est pas une plante reconnue comme étant anti-allergique, est une plante qui peut être utilisée dans les allergies pour diminuer le potentiel d'alpha sympathique et donc on aura moins de prolongation d'histamine pour déclencher le bêta. On
peut aussi utiliser de la cannelle, par exemple, qui va favoriser l'expression du bêta. Voilà, on peut aussi, aller à distance, travailler sur le parasympathique pour diminuer le tonus de base général. Donc du coup, on monte moins en cascade et donc on est moins dans l'expression de l'histamine. Donc il y a plein de possibilités à faire, en plus des plantes purement symptomatiques antihistaminiques. C'est ça, OK. Voilà. Merci. Pour revenir à ce que vous disiez juste avant, par rapport, à la chute d'œstrogène, comment est-ce qu'on pourrait éviter, cette, sarcopénie liée à l'âge? Ah bah, faut inventer l'immortalité, ça, c'est Personne n'a encore trouvé la recette. on a encore trouvé la recette. On peut la retarder le plus possible. Donc à partir du moment où vous comprenez, où se trouvent les fragilités de votre patient, vous pouvez, soutenir en choisissant les plantes adaptées, ou les méthodes adaptées, autres, pour, l'accompagner dans son vieillissement, pour qu'il vieillisse le mieux possible et le plus longtemps possible. Le programme, il est pour 125 ans à peu près, hein, il a été estimé à 125 ans. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on vive jusqu'à 125 ans. Mmh. Et quand on a eu une grosse agression qui nous a fait perdre des points de vie, si on pouvait parler comme ça, comme si on était sur un jeu vidéo, sauf qu'on n'a que droit qu'à une partie, c'est ça le problème. Et bien si on a eu une grosse agression qui nous a enlevé des points de vie, on a aussi des capacités de récupérer ces points de vie. Donc vous avez des gens qui ont vécu, des maladies, terribles et puis tout compte fait qui, terminent en faisant des grands vieillards parce que quelque part, il y a eu, une résilience dans l'organisme et c'est pas parce qu'on a perdu beaucoup d'énergie à un moment donné qu'on est forcément condamné à mourir plus jeune. Mmh. On peut travailler sur ces dynamiques-là, donc c'est pour ça c'est intéressant la prise en charge autant en prévention qu'en en accompagnement de l'organisme dans sa dysfonctionnalité pour qu'il l'exprime le moins possible. C'est comme une voiture, hein, c'est un véhicule. Notre corps est un peu, pour parler simple, un véhicule. Le problème, c'est que je ne sais pas si on m'a donné une 2 chevaux ou si on m'a donné une Ferrari. Donc, et en plus, je l'ai construit en même temps, mais on m'a pas donné la notice. Donc si, le thérapeute, il est là pour me dire: «Attention, vous avez une Ferrari, donc c'est que pour rouler sur des pistes de course. Vous n'allez pas me traverser le désert avec votre Ferrari, vous allez la casser dès les premiers kilomètres», hein. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle de l'éducation. Puis après, ça va être l'entretien, le carburant, enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que le véhicule, il peut durer très longtemps ou il peut s'arrêter très vite. Donc l'hygiène de vie est là et puis malheureusement, certains d'entre nous ont des défauts, de structure qui, bah, qui viennent de notre génétique ou de notre épigénétique ou de formes acquises qui font qu'on a une grosse blessure à l'intérieur de nous et on peut faire une maladie malgré tout qui va nous emporter, comme un cancer par exemple. Et bah, c'est comme une voiture qui est sortie, de la même série que les autres, mais celle-là, elle a un défaut de structure et puis, elle va casser, en passant sur le premier dos d'âne. Donc ça, c'est la malheureusement, il y a ça. Pour autant, on peut aussi accompagner des gens qui ont ces difficultés-là pour que cette maladie qui paraît être inexorable chez eux, se développe le plus lentement possible et ne se finalise le plus tard possible. On peut avoir, des pathologies génétiques. Moi, j'ai une patiente qui a fait une conférence et qui, je vous invite à venir voir sur le site, qui est Anne Massier-Dubié, qui fait une conférence sur pourquoi opposer les médecines enfin, allopathiques aux médecines, heu, dites de bien-être, ce que je refute complètement comme terme, mais bon, c'est un peu l'idée, alors que les 2 sont complémentaires, et elle a une maladie qui la prive de microcybes dans les poumons et quand je l'ai vue, il y a plus de 17 ans de ça, elle devait être greffée des poumons dans les 2 ans. Ça fait 17 ans, elle est toujours pas greffée. Elle le sera un jour parce que sa maladie génétique, l'amène à ça. Elle prend des antibiotiques tous les 15 jours. Là, ça fait plus de 10 ans qu'elle a pas pris un seul antibiotique. Voilà, elle a toujours le même germe qui l'agresse, qui est la hémophilus, mais il reste stable et on a mis une certaine intelligence de fonctionnement entre elle et ce germe. Donc, on ne changera pas sa génétique. Le défaut de structure est là, pour autant, Mmh. on a très nettement amélioré sa qualité de vie et voilà. Voilà Oui, ce qu'on peut faire. c'est un bel exemple du coup de ce qui est Oui, possible de mettre en place pour restaurer l'équilibre. là, c'est pas que de la théorie, je veux dire, c'est vraiment de la pratique et des résultats. Maintenant, ça fait 25 ans que j'exerce, voilà, j'ai eu un élève qui est venu me doubler et qui a été surpris de voir plein de choses en consultation et pour moi, c'est tellement normal que je le Oui. vois même plus, en fait. Mais Mmh. voilà. «Comment tu as réussi à faire ça, mais dans ce cas-là?» «Bah, ouais, pourquoi? C'est tout simple, en fait». Mmh. Non, c'est Oui, pas tout simple, mais la pratique. voilà, la réflexion permet d'apporter des outils, différents. Donc moi, je prends en charge des gens qui ont souvent fait, beaucoup de nomadisme médical, qui n'ont pas eu les réponses qu'ils souhaitaient et je me retrouve avec beaucoup de patients très chroniques et qui vont de mieux en mieux et qui vivent comme tout le monde, en fait.
Oui, oui. Mais on ne gagne pas à tous les coups, malheureusement, on n'est pas tout puissant non plus, hein. Non, bien sûr, mais du coup, c'est Bien, un message d'espoir de se voilà. dire qu'en bout de course, quand on a toqué à plusieurs portes, on peut encore trouver des solutions d'équilibrage et Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'équilibre, donc et tant qu'on peut, tempérer cet équilibre, tout dépend des bourrasques qui vont nous tomber dessus. Mais voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de faire quelque chose. super. Est-ce que justement, peut-être vous avez, à votre connaissance, un annuaire des thérapeutes qui, proposent une approche endobiogénique? Alors on fait, à l'institut, toutes les personnes qui ont validé leur formation, ça c'est important, il faut qu'elles valident leur formation et si elles sont d'accord, on les inscrit sur un annuaire, vous trouverez sur une des premières pages du site, en fonction de leur corps de métier. D'accord, super. Je vais peut-être alors remettre la diaporama où vous présentiez, bah, voilà, Voilà. le le site. Comme ça, vous pouvez aller aussi trouver l'annuaire Voilà, des il y a professionnels. l'annuaire du thérapeute, vous avez, toute la formation et puis il y a une entrée pro et puis il y a une entrée, grand public. Donc il y a aussi plein de conférences, plein de podcasts, plein de choses comme ça à visualiser. Oui. Super. OK, et peut-être pour conclure, la dernière question qui est: pour un professionnel du bien-être formé à l'endobiogénie, comment est-ce que le thérapeute peut communiquer sur cette approche? Comment il peut communiquer, Quelle appellation peut-on lui Ah! utiliser? Bah, il peut dire qu'il a validé sa formation auprès de l'institut, hein. Je veux dire, ça, c'est une qualification, qu'il peut dire. Heu, voilà, le terme d'endobiogéniste, c'est pas un terme qu'il faut utiliser, en fait, moi, médecin, je suis médecin généraliste, ça s'arrête là, point. D'accord. Voilà, il se trouve que j'ai des compétences et des compréhensions et des qualifications qui me permettent de raisonner, en fonction de l'approche de l'endobiogénie. Mais, le terme d'endobiogéniste, c'est pour moi un abus de langage, en fait. Mmh. Donc je suis thérapeute, je suis médecin, je suis kiné, je suis ostéopathe et j'ai, acquis des compétences en endobiogénie. C'est ça, d'accord, oui. C'est pas un terme que vous mettez en avant a priori. Non, mais vous savez, même, le docteur Durafour, sur sa plaque de médecin, il y avait juste écrit, docteur Durafour. D'accord. Voilà. Oui, oui, c'est ça. On Et n'a pas on n'a pas besoin de mettre tous nos d'abord, le conseil de l'ordre ne nous permet pas de mettre tout notre CV, mais on n'a pas besoin de mettre tout notre CV. Je veux dire, on est avant tout, qualifié par le métier qu'on fait et après c'est nous, dans nos compétences, à cultiver, ce jardin-là et puis lui apporter une autre couleur. c'est ça, tout à fait. Eh bien, encore un tout grand merci pour votre présence et pour, tous ces partages très enrichissants. Ça ouvre plein de portes, à nos pratiques. Donc un tout grand merci à vous. Merci à vous, Après-midi à tout le monde et à bientôt. à très bientôt. Merci.